Bonjour et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Merci de nous suivre fidèlement sur votre chaîne préférée. Nos avocats répondent à toutes vos questions dans toutes les matières que vous choisissez pour envoyer vos questions. N'oubliez pas une seule adresse, www.avocat.net. Aujourd'hui, avec nous, notre avocat en droit commercial aujourd'hui, c'est maître Dalia Arfi-Elkaïm. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Bienvenue dans Avocat. Merci. À vos côtés, maître Madou Koné, notre avocat pénaliste avec plein de questions droit pénal aujourd'hui. Bonjour Madou. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Et à côté de vous, Madou, Ernest Sfez, notre avocat en droit du travail, droit social. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour et bienvenue. Plein de questions pour vous trois aujourd'hui, aussi bien en droit commercial, droit pénal, droit du travail. Je commence avec la première des questions. Je vous rappelle que vous envoyez toutes vos questions sur avocat.net. N'hésitez pas. Maître Dalia Arfi-Elkaïm, avocate également en droit du travail, comme vous, mon cher Ernest, mais également en droit commercial aujourd'hui, avec des questions qui nous sont envoyées par nos téléspectateurs. On commence par la première. Je viens d'acheter un fonds de commerce de restaurant, mais le local est envahi de souris et des odeurs d'égout remontent en salle. Quels sont mes recours à part me boucher le nez, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement. Ouais, c'est ça, c'est Ratatouille, le film. Là, on est dans le cadre d'une vente de fonds de commerce, donc on est entre deux professionnels qui ont contracté en connaissance de cause, qui ont signé un acte sur lequel figure un certain nombre d'énonciations. Normalement, figure à l'acte l'énonciation, l'énonciation selon laquelle le vendeur garantit vendre un bien en parfait état de propreté et conforme aux règles d'hygiène. Donc déjà, notre acheteur peut, dans l'année qui suit la régularisation de la vente, agir en dénonciation des termes inscrits à l'acte de fonds de commerce pour indiquer effectivement qu'il rencontre de grosses difficultés pour exploiter son fonds de commerce. J'imagine. Indépendamment de ça, il existe l'action que l'on rencontre aussi en matière civile, qui est l'action des garanties des vices cachés. C'est-à-dire, on considère que le bien est affecté d'un vice qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il diminue tellement cet usage qu'on ne peut pas s'en servir. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, effectivement, on actionne la garantie des vices cachés à condition que notre acquéreur puisse démontrer que le vice est antérieur à la vente, que le vice était absolument indécelable au moment de la vente et donc que le vice rend impropre le bien à l'usage pour lequel il est destiné. Il faut faire constater les souris Alors, par un huissier, c'est alors pas évident. Il faut d'être là au moment où la souris passe. On peut faire un constat d'huissier, effectivement, pour expliquer que lorsqu'on a poussé les éléments de cuisine, par exemple, on a constaté qu'il y avait une multitude de trousses qui ne pouvaient pas être décelées au moment de la vente. Mais encore une fois, on est entre professionnels. Ou des crottes de souris, je peux pas le dire. C'est vrai, non, parce que autant la souris, on a du mal à la voir, autant les crottes de souris, ça se voit et on peut comprendre qu'il y a des souris. Notre acquéreur a dû les suivre à la trace, oui, j'imagine. c'est ça, voilà. Mais bon, alors on est quand même entre professionnels, comme on l'a dit, et c'est très difficile de rapporter la preuve d'un vice caché parce qu'on part du principe que vous avez acquis en connaissance de cause. Donc le juge va chercher à savoir si vous aviez les compétences techniques pour vous apercevoir du vice que vous invoquez au moment de la vente, ce qui ne sera pas forcément le cas si on a deux professionnels qui ne sont pas de la même spécialité. Mais là, en l'occurrence, nous avons une personne qui apparemment est restaurateur et qui achète un fonds de commerce de restaurant. Et puis, est-ce que vraiment c'était impossible de le déceler ou pas au moment de la vente? Donc la réponse des tribunaux va varier au gré des cas d'espèce. Alors pour répondre à notre téléspectateur, au niveau des odeurs, franchement, je ne pense pas, parce que ça, très sincèrement, il aurait pu s'en apercevoir en réfléchissant au moment de l'acquisition. Ouais. Par contre, pour les souris, peut-être. Moi, j'ai déjà vu passer de la jurisprudence en matière d'hôtellerie sur un sujet encore plus charmant, avec des punaises qui envahissaient toutes les chambres, de telle sorte à ce que le bien était devenu impropre. Ouais. Et donc là, la garantie des vices cachés avait pu être mobilisée. Attention, s'il arrive à apporter cette preuve, il faudra qu'il agisse ce qu'on appelle à bref délai. Alors en matière civile, en principe, c'est 1 an. Enfin, c'est 2 ans plutôt en matière civile. En matière commerciale, on a tendance à se calquer sur l'action en dénonciation des termes du contrat de bail, et donc plutôt 1 an. À partir de la découverte du vice, qui doit donc se faire très rapidement du moment où le contrat est signé ou l'exploitation du fonds commence. Et puis alors, 2 actions s'ouvrent à notre acheteur, soit ce qu'on appelle l'action rédhibitoire, soit ce qu'on appelle l'action estimatoire. L'action rédhibitoire, on dit chacun récupère ses billes, vous récupérez votre fonds de commerce, moi je récupère et vos souris, et vous récupérez vos souris. Vous gardez vos billes, vos souris. Et moi je récupère effectivement la somme que j'ai engagée, plus éventuellement des dommages et intérêts, si j'arrive à prouver que vous avez été de mauvaise foi. Et puis on a l'action estimatoire qui m'a l'air peut-être dans ce cas de figure un peu plus adapté. Eh bien, tout simplement de dire, moi je garde le bien, mais je considère que quand même j'ai payé un petit peu trop cher pour tous ces problèmes que je rencontre, qui étaient indécelables au moment de la vente, et donc je sollicite une diminution des prix. Vous allez me rendre une partie du prix, ça sera mon indemnisation. Et encore une fois, plus on arrive à prouver la mauvaise foi du vendeur, et plus on arrive à grimper au niveau de l'indemnisation. Pour les ventes de fonds de commerce, ce que nous, on préconise effectivement, c'est de mettre un maximum de clauses dans les actes
pour protéger à la fois le vendeur et l'acquéreur. Et puis, c'est pas obligatoire, mais on fait des diagnostics amiante, termites, etc. pour éviter un certain nombre de problèmes. Après, il n'existe pas de diagnostic spécial souris. D'accord, oui, il faudrait peut-être y penser en tout Voilà. cas. Merci beaucoup, j'espère que ça rapportera le sourire justement à notre téléspectateur. Donc 1 an pour agir en matière commerciale. Plutôt 1 an, jusqu'à Plutôt 2 1 ans, an. pas Il faut plus. qu'il se dépêche quand même un petit peu avant que les souris aient tout mangé. Merci beaucoup, ma chère Dalia. À côté de vous, notre confrère Madou Koné, notre avocat en droit pénal. On n'a pas parlé beaucoup de droit pénal ces dernières semaines dans Avocat. Ben voilà, on va réparer ce petit manque avec vous qui êtes avocat barreau de Paris. Et une question très intéressante. Alors, beaucoup de questions en droit pénal, vous en doutez, hein, droit pénal, ça concerne beaucoup de gens ou des proches. Alors, voici la question, qui est une question qui est un classique des classiques hein, pour les avocats. La police a-t-elle l'obligation de prendre la plainte du justiciable? Parce que très souvent, on voit débarquer dans les cabinets des gens qui nous disent « j'étais au commissariat, ils n'ont pas voulu prendre ma plainte ». Alors, est-ce que c'est possible ça? Merci. Oui, effectivement, il s'agit d'un grand classique, effectivement, puisque très souvent, on s'aperçoit que le justiciable se heurte à une barrière. C'est la barrière que moi je qualifierais de la muraille policière qui s'oppose à ce que le justiciable puisse déposer plainte, puisque parfois il arrive que le policier s'érige en véritable procureur. Puisque, on le sait, en droit pénal, c'est le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui décide de savoir s'il poursuit ou pas. La mission du policier, c'est de réceptionner la plainte et de la transmettre au procureur. D'ailleurs, justement, on a un fondement de cette réponse dans la définition de la plainte. La plainte, qu'est-ce qu'une plainte? Une plainte, finalement, c'est un acte par lequel un justiciable informe le procureur de la République des faits dont il a été victime. Donc on voit bien qu'il y a une obligation d'information, un devoir d'information qui incombe au justiciable qui, lui, vient se plaindre auprès du policier qui n'a absolument pas le droit de refuser de prendre la plainte. Il ne peut pas sélectionner le policier. Il n'a pas sélectionné, il accueille la plainte, il la transmet au parquet. Le parquet, c'est le procureur de la République. Hein, je dis cela parce qu'effectivement, il faut qu'on soit clair. Le procureur de la République, c'est un magistrat du parquet. Donc, à lui de traiter la plainte. Mais parfois, il arrive que le policier soit ferme et téméraire dans sa décision et s'oppose à prendre la plainte. Donc moi, ce que je conseille oui, parce que quand ils vous disent non, voilà. C'est très dur de forcer un policier. Alors nous, en avocat, on sait, mais quand vous arrivez à un commissariat, vous dites je ne veux pas la prendre, qu'est-ce qu'on fait alors? Quand le policier dit je ne veux pas prendre la plainte, oui, on ne peut pas le forcer à prendre la plainte, effectivement. Oui. Moi, ce que je conseille aux justiciables, c'est de faire une lettre au procureur de la République, donc directement au procureur de la République, bien sûr, dans cette lettre d'être très précis dans les faits, d'apporter la démonstration de la plainte, sachant qu'il appartient au procureur de la République de qualifier les faits. Donc, je conseille aux justiciables de faire cette plainte directement auprès du parquet pour pouvoir obtenir éventuellement réparation des faits dont il se prétend victime. J'ajoute pour finir qu'effectivement aujourd'hui on a une facilité en matière de réception des plaintes puisque on a la plainte, la pré-plainte qui est prévue dans bien des sites mis à disposition du justiciable en ligne et qui permet aux policiers un peu de forcer le policier à directement prendre la plainte puisqu'on a déjà un début de procédure qui a été activé. Et donc, dans ces conditions, cela facilite l'action du justiciable qui, lui, se présente au policier avec sa pré-plainte. Le policier ne fait que compléter, et ce qui facilite la prise de plainte du justiciable. Donc, soit pré-plainte par Internet, donc on arrive déjà avec un élément de plainte devant le policier, soit effectivement directement on peut s'adresser au procureur de la République en lettre recommandée. Tout à chacun peut le faire, peut écrire et donc saisir le parquet. Tout à fait. À préciser qu'effectivement que la pré-plainte concerne aujourd'hui plus les atteintes aux biens que les atteintes aux personnes. Donc effectivement, on peut toujours passer par cette plainte en ligne pour effectivement obtenir réparation du préjudice subi. Merci beaucoup, c'est très clair, mon cher Madou Koné. Hein, si vous nous prenez en cours, on ne parle pas de menuiserie, des plaintes au parquet. Hein, c'est normal qu'il y ait des plaintes au parquet, mais là, en l'occurrence, c'est autre chose. Hein, voilà, ou les souris qui passent par les plaintes, justement. Donc, il y a une certaine transition. Vous avez raté votre vocation. Voilà, mais plus dur pour passer au droit du travail maintenant. Je suis en train de chercher quelque chose, mais je ne trouve pas. Après la plainte, je ne sais pas. Par contre, on peut aussi se plaindre auprès de son employeur. Hein, voilà, donc ça, c'est possible aussi. Alors, avec vous, maître Ernest Sfez, notre spécialiste en droit du travail. Je rappelle que pendant 25 ans, vous avez présidé des chambres du Conseil des prud'hommes. Hein, donc, vous avez passé beaucoup de cas. Et peut-être un cas similaire à la question que nous avons reçue sur avocat.net pour envoyer toutes vos questions. C'est gratuit, hein, vous avez vos questions. On ne va pas répondre à toutes les questions, mais on fait une petite sélection des plus représentatives et nos avocats y répondent ici. Alors, voilà la question. J'ai obtenu gain de cause devant le Conseil des prud'hommes.
quoi on peut, qui a condamné mon employeur à des dommages et intérêts, mais je n'ai obtenu que 2 mois d'indemnité, alors que ma belle-sœur, elle, a obtenu 6 mois de salaire comme indemnité. Elle a également fait un recours devant le Conseil des prud'hommes. Alors, on me conseille de faire appel pour obtenir 6 mois. Est-ce que c'est, selon vous, judicieux ou pas? Parce que voilà, ce n'est pas la même indemnité reçue. C'est déjà un problème familial. Il y aura de la concurrence dans la famille ou de la jalousie. Il n'a pas dit belle-mère, ni belle-sœur. Le législateur a prévu un système très protecteur entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Il a souhaité, entre guillemets, essayer de circonscrire le cas des petites entreprises pour les protéger contre les condamnations très importantes. Mais il a fixé des seuils. C'est-à-dire que quand une entreprise a plus de 10 salariés et que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté, si le Conseil des prud'hommes décidait d'apprécier le licenciement comme étant dépourvu de causes réelles et sérieuses, automatiquement, c'est un minimum de 6 mois de salaire. D'accord, ça c'est comme ça avec cette taille-là. Si le salarié n'a pas les 2 ans d'ancienneté, il doit justifier d'un préjudice. Alors, le préjudice est apprécié souverainement par les juges qui vont constater, en fonction de la recherche d'emploi, du temps qu'il est resté au chômage, s'il a pu avoir un peu plus d'indemnité ou pas assez d'indemnité pour pouvoir compenser ce préjudice. C'est un élément important, alors que dans les petites entreprises, quelle que soit l'ancienneté du salarié, même si celui-ci a 10 ans d'ancienneté, il devra justifier de son préjudice pour obtenir des dommages et intérêts conséquents. Ce qui ne veut pas dire que pour celui qui est dans une entreprise de plus de 10 salariés et qui a plus de 2 ans d'ancienneté, qu'il ne puisse pas obtenir plus que 6 mois. Tout dépend également de la recherche du préjudice. Et l'erreur que commettent beaucoup les justiciables, c'est de se réfugier automatiquement en disant « je vais au prud'homme ». De toute manière, si je gagne, je gagnerai du pognon, sans se préoccuper de savoir, d'apporter les preuves au niveau du magistrat pour que celui-ci puisse décider de la valeur de la réclamation par rapport au préjudice invoqué. On tente le coup, un peu comme au casino, on se dit allez, on va tenter le coup, on verra bien ce que j'aurai. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut marcher comme ça, malheureusement. Ça peut marcher, mais quand un dossier, visiblement, et un licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses, quand on est dans une grande entreprise et que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté, si le salarié vient sans même avoir recherché d'un emploi, parce qu'il a pu trouver du travail tout de suite après, il aura automatiquement 6 mois. Par contre, s'il n'a pas ces 2 ans d'ancienneté, ou s'il est dans une entreprise de moins de 10 salariés, bien, il faudra qu'il rapporte la preuve de son préjudice. Et ce préjudice se calcule, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas en disant, voilà, je suis resté 8 mois au chômage, je demande 8 mois d'indemnité. Le Conseil des prud'hommes va apprécier le montant de la perte de salaire par rapport au montant indemnisé par les ACDIC. On peut aussi dire préjudice moral, donc ça c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à définir. C'est indépendant de la question qui a été posée. Par rapport à la question posée, il faut tenir compte de cette notion de préjudice. Généralement, alors quand on parle de 2 mois, puisque c'est les 2 mois qui ont été accordés à la salariée en question, je pense qu'elle devait être dans une entreprise de moins de 10 salariés où elle n'avait pas 2 ans d'ancienneté. Et en règle générale, le Conseil des prud'hommes, en l'absence de tout justificatif probant, donne 1 ou 2 mois d'indemnité. Il pourrait donner qu'1 euro d'ailleurs. Il donne 1 ou 2 mois. Si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice réel, c'est-à-dire, imaginons qu'il touchait 2 000 euros ou 2 500 euros dans son premier emploi et qu'il se retrouve ensuite à trouver un emploi, même s'il est rapidement embauché à 1 500 euros, il pourra justifier d'un préjudice réel. Et c'est sur ce quantum-là que le Conseil des prud'hommes sanctionnera l'employeur. Donc ça se calcule avec vraiment des éléments très concrets. On n'est pas là comme ça à dire pourquoi lui a ça, pourquoi moi. Il faut travailler son dossier, il faut préparer les éléments de préjudice, ça se justifie. Et c'est comme ça que le Conseil des prud'hommes prend sa décision. Donc avec également 2 ans d'ancienneté ou pas, et 10 salariés ou pas, voilà, on prend aussi ça en compte. Merci beaucoup Ernest Fez, avocat au droit du travail, d'avoir répondu à cette question de manière très concrète. Merci à tous les 3 en tout cas pour vos réponses précises. Si vous souhaitez avoir la réponse à vos questions, www.avocat.net. On se retrouve très très vite avec d'autres réponses à vos questions de droit. À bientôt.